Bonjour. Donc, je vous présente le cas de. C'est un homme de 30 ans. C'est un homme de 39 ans, donc sans antécédent pathologique, qui a fait le 10 mars 2018, donc lors d'un match de football, des céphalées d'installation brutale avec nucalgie, et il a pris du paracétamol avec une amélioration partielle, et 2 jours, 48 heures après, il y a une reprise de même type de céphalée. Donc il consulte aux urgences et l'examen neurologique à l'admission, donc on a une nuque raide et pas de déficit neurologique. Donc, pour conclure, donc c'est un patient de 39 ans sans antécédent admis pour des céphalées d'installation brutale avec examen neurologique normal. Donc, première étape de discussion, on va dire. Pas de raid, subraid, c'est pas très. On va la marginaliser un petit peu. Oui. C'est juste pour argumenter un petit peu la discussion. Pardon. Brutal ou en coup de tonnerre? Il nous a pas dit en coup de tonnerre au départ. Je voulais juste demander, vous avez dit amélioration des céphalées. Est-ce que le matin, la reprise des céphalées a été en coup de tonnerre également? D'accord. Donc, hémorragie ou dissection? Hémorragie méningée ou dissection Hémorragie carotidienne? méningée. Hémorragie méningée ou dissection carotidienne? Proposition? C'est Alain. Ça commence au niveau de la tête ou du cou? C'est des céphalées avec nucalgie ou nucalgie, après il y a des céphalées. Voilà. C'est un tonnerre cervical ou un tonnerre céphalique? C'est bon? Je pense qu'on avance, il nous faut de l'imagerie, je pense. Qui doivent être explorés. Très bien. Ces étiologies qu'il faut toujours avoir à l'esprit, en particulier le syndrome de vasoconstriction cérébrale actuellement qui revient souvent comme une étiologie classique de la céphalée en coup de tonnerre, mais bien sûr les thrombophlébites cérébrales, classiquement c'est une hypertension intracrânienne chronique, mais ils peuvent parfois donner des céphalées en coup de tonnerre. La même chose, bien sûr, l'apoplexie, ça c'est des choses plus rares, mais qu'il faut connaître. Toutes ces céphalées en coup de tonnerre doivent faire évoquer toutes ces étiologies. Et bien sûr, la principale, c'est l'hémorragie méningée. Très bien. Une amélioration et puis C'est tout à fait possible. Le fait que le malade s'améliore n'est pas du tout contre une hémorragie méningée. Parfois, les céphalées peuvent évoluer comme ça, hein, dans une vraie hémorragie méningée. Mais quand on a une amélioration et puis une réaggravation, ça oriente plus vers un SVCR. SVCR que l'hémorragie méningée, sans éliminer l'hémorragie méningée. C'est le vasospasme qui vient en premier, mais vu le pronostic de l'hémorragie méningée anévrismale, donc. Très bien. Oui, scanner. On demande un scanner, tiens. Il y a quelque chose sur la deuxième slide. Normal ou pas normal? Qui veut? Le pointeur. C'est pas à gauche, là, vers le haut, pariétal, je crois qu'il y a une petite hyperdensité corticale. Ici? C'est là? Ah, Ça me semble. Il y a un petit flash. oui. Là. Montre-lui les coupes les plus basses aussi. Hop, 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 là. Oui. Peut-être. Et ici? Ah, là, il y a autre chose. Hein. Il y a des sinus latéraux qui sont un peu hyperdenses. Alors, il y a une réponse ici. Hein.
Le tronc basilaire, il paraît anormal, ça fait anévrisme de tronc basilaire. Qui n'a pas saigné, juste un anévrisme qui est là calcifié et sténosé, quoi. Je ne sais pas, C'est le tronc basilaire? c'est le tronc basilaire. On va dire une hyperdensité spontanée En avant. en avant du tronc. Alors, je sais pas, c'est peut-être sur une image. C'est vrai que c'est pas un scanner injecté, mais on a l'impression que le sinus latéral droit est. Les deux sinus latéraux sont un petit peu hyperdenses. Alors, Ça à ce peut être... niveau-là, Je pense quand même, ça mérite une injection de produit de contraste, je pense. je pense qu'il y a une hyperdensité des vallées. Donc, la slide avant. Donc déjà, il y a une hyperdensité spontanée de la faute du cerveau. On a là, et là, c'est un peu colorié, si on peut dire. Et donc, c'est sûr, il a probablement saigné un petit peu, et on les retrouve sur les autres images. Mais bien sûr, à confirmer. Oui. Mais bon, on a évoqué quand même la thrombose veineuse, hyperdensité du sinus, il faut se méfier aussi. Il faut pas toucher madame. Et puis l'étude bilirubine pour voir et évaluer l'effet d'acératose. C'est quoi l'effet ou l'explication physiologique du temps. Voilà, je pense que Donc, vu cette discussion, donc il y a un doute sur l'hémorragie. Prudent, thrombophlébite, hémorragie, anévrisme. Donc on a complété par une IRM. C'est soit le tronc basilaire, soit une angioscanne. Mais après, je pense l'angioscanner, déjà on n'a pas identifié le problème. Donc, Juste une question, est-ce que là, il n'y a pas une image un petit peu où il y a de l'hyperdensité, il y a un petit peu quelque chose à l'intérieur? Juste une réflexion. Oui. on a une IRM. Montre. Séquence T2. Le tronc basilaire. Et il y a une hypodensité en avant du tronc basilaire, en hyposignal. Sur le scanner, ce qu'on voyait hyperdense, c'était pas. C'était pas ça. Le flair ne montre pas d'hémorragie méningée en dehors de ce site-là. Puis la séquence de susceptibilité, un SUI. Ce n'est pas un SUI de très bonne qualité. Mais il n'y a pas d'hémorragie ailleurs. Oui. Oui, sur le flair, parce que c'est la séquence qui permet de voir les hémorragies à la phase hyper aiguë. T'as un T2 étoile? Ça, c'est un SUI. Non, mais tu as un T2 étoile? Non, ils ont fait un SUI. Ils ont Je fait un pense que c'est SUI. Le SUI est c'est Un supérieur. bon T2 étoile, Voilà. mieux qu'un suite. C'est un mauvais SUI. un tout mauvais à SUI. fait. Mais, Mais en tout cas, on voit. Hein, Oui, oui, on voit, oui. On voit quand le même. tronc basilaire. On ici, voit quand même, voit, parce puis qu'on voit le l'hémorragie tronc basilaire. qui coiffe le tronc basilaire. Pariétal 2. De la paroi du tronc basilaire, ça paraît bien. Le diagnostic d'une dissection du tronc basilaire. On a des séquences T1 FATSAT, non, et même sur ça, on a le tronc basilaire qui est bien identifié. Il n'est pas touché, hein. Ça c'est sûr. Il est séparé de la paroi, hein, Il c'est est ça? séparé de la paroi ici. Il est là. Le- C'est l'hématome qui le coiffe. Après, Voilà. il faut analyser aussi le T2. L'intérêt de... On a- Voilà. Le tronc Le basilaire, tronc basilaire et est l'hématome bien qui net, est il loin. est clair, il n'y a Il rien est clair. autour. Il est séparé, Oui. donc c'est pas un hématome. C'est un petit saignement en avant du tronc basilaire. C'est ça. Et l'intérêt du SUI, c'est qu'il montre les... C'est bizarre.
C'est dommage parce qu'il n'y a que de l'imagerie. C'est bon. Oui, très bien. Oui, oui, tout à fait. C'est quoi la question? Alors, Il a dit, est-ce que c'est pas une hémorragie périmésencéphalique? Ali Barra. mais c'est pas l'aspect, si je me rappelle. Là, il n'y a pas. Non. Au fait, les meilleures coupes, on vous a mis les meilleures coupes, on voit. Là, c'est une séquence qui est spécifique de l'hémorragie, Qui est qui est supérieure au T2 étoile. Et on a on voit très bien tout ce qui est vasculaire est en assignal suit. Tout ce qui est vasculaire, il est en assignal. Et il y a un petit hypersignal justement en avant qui correspond à une hémorragie en avant du tronc basilaire. Oui, oui. C'est une hémorragie. Hein. C'est une hémorragie. Oui, C'est c'est une ça, on va hémorragie arriver. très limitée dans les espaces sous-arachnoïdiens en amont. Il n'est pas Non, parenchymateux, pas du tout, il pas est du tout. en avant du tronc Elle est cérébral. en avant du tronc cérébral. C'est une hémorragie sous-arachnoïdienne. Sous-arachnoïdienne. Suspendu. Exactement. Oui, tout à fait. Localisée. C'est ce qu'on appelle une hémorragie sous-arachnoïdienne localisée. Mais Voilà. Joseph Smart. Mais Joseph Smart. Voilà. Ça existe. Oui. Donc, je pense on avance. Donc, LCR qui... Oh, suspendu, il n'est pas... ouais. Ça, t'es aussi... Donc on peut dire qu'on est devant une hémorragie méningée de l'adulte jeune survenant au cours d'une activité physique. Et bien sûr, Les- l'APL a confirmé. A confirmé Il y a du l'hémorragie, sang- on est à 12 Il 000. y a du sang dans l'OSR. Donc Oui. là, on a la confirmation. Donc Bien je sûr, pense c'est pour le une diagnostic, c'est sûr. Donc sur le scanner, LAPL, les données Une de hémorragie scanner. sous-arachnoïdienne. Sous-arachnoïdienne. Donc les diagnostics à évoquer. Étiologique par rapport devant une hémorragie méningée. Un anévrisme du Déjà tronc la basilaire. discussion, oui. Oui. Non, mais On peut discuter. Hein. un anévrisme, par exemple, thrombosé de tronc basilaire, qui a saigné un petit peu, puis est-ce que c'est une hypothèse qui peut être discutée? C'est plus les dissections. Donc les quatre principaux diagnostics, c'est ça. Donc quelle exploration? Donc, d'abord, vasculaire, on est d'accord. Oui. Et laquelle? En première intention. Est-ce que c'est un angioscan, Angioscanner, angio-IRM, ou artériographie cérébrale. Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est qui que pour l'angioscanner, juste pour qu'on fasse vite. Pour l'angio-IRM et pour l'artériographie conventionnelle, D'emblée, en première intention. moi, je dirais un angioscan. Oui. Première intention. Donc, S'il y a un geste derrière à faire, on ferait deux deux artériaux de suite, c'est un peu... Oui, on C'est un va geste voir. invasif. C'est un geste... L'artériographie est un examen invasif. Donc, deux articles rapides qui répondent à cette question. Donc, la première, donc, c'est une revue donc, publiée donc, en neuroradiologie qui compare l'angioscanner avec l'artériographie cérébrale et qui disent que l'angioscanner cérébral a une sensibilité, une spécificité qui est élevée par rapport à l'angiographie 3D, donc numérisée. Donc, l'angioscanner, c'est un bon examen à faire en première intention. Puis la deuxième question, est-ce que c'est un angioscanner ou une angio-IRM? Revue de Cochrane 2014 qui compare l'angioscanner et l'angio-IRM par rapport à l'examen de référence, c'est-à-dire à l'artériographie numérisée 3D, et qui disent qu'ils ont une sensibilité, une spécificité qui est très élevée. Donc, pareil, la différence, c'est que pour que l'angio-IRM arrive à une sensibilité ou une spécificité qui est égale à l'angioscanner, il faut qu'il réponde à certains critères. Donc d'abord, c'est le 3D TOF et il faut le faire sur 7 minutes, alors que sur l'AVC, le protocole AVC standard, c'est un TOF en 2 minutes et des coupes épaisses. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres critères principaux, c'est-à-dire qu'on doit être capable de voir l'artère ophtalmique et l'artère choroïdienne antérieure pour dire que c'est des coupes fines, parce que des coupes de 0,5 à 1 mm pour ne pas rater les micro-anévrismes.
Donc, à partir de ces éléments-là, Ça prend beaucoup de temps et techniquement, je ne sais pas voulez dire comment vous en êtes. l'angioscan? Non, je parle de l'angioscan. oui, c'est plus simple. Et pour l'angioscanner, il y a des critères pour dire qu'il permet d'écarter une malformation vasculaire. Ça veut dire c'est un angioscanner, c'est un 3D angioscanner avec reconstruction. C'est supérieur à 16 barrettes. Et l'angioscanner doit être interprété par un neuroradiologue. S'il ne répond pas à ces critères-là, il faut passer un examen plus fiable. Une question, l'angio-IRM TOF par rapport aux produits de contraste. Si on fait un 3D TOF sur une IRM 3 Tesla avec un bon protocole, ça peut suffire. L'injection améliore un petit peu la sensibilité et la spécificité. L'angiographie, c'est clair. Hein. Oui. L'injection de produits de contraste en ARN, elle améliore généralement, bien sûr, Oui. par rapport au TOF. 3 Tesla, elle est meilleure que le 1,5 Tesla, bien sûr. Même Mais en c'est-à-dire angio. que l'injection en général, qu'on soit sur du 1,5 ou sur du 3 Tesla, l'injection de produits de contraste en IRM améliore la qualité de l'angiographie. Ça, c'est... Donc, pour dire, on va dire, l'angioscanner, c'est en première intention. L'angio-IRM, c'est vrai en première intention, mais elle est essentiellement réservée pour surveiller les anévrismes après embolisation. C'est l'examen de référence pour surveiller les anévrismes embolisés. L'angiographie, c'est le gold standard. Et comme a dit M. Belhassan, il est réservé au temps thérapeutique de l'anévrisme. Donc, ça ne sert à rien de faire une angiographie diagnostique et refaire une deuxième angiographie thérapeutique. Le risque de complication de l'angiographie cérébrale, complications neurologiques, elle est de 2,6%. Chez quelqu'un qui est très expérimenté. Logique stricte. C'est-à-dire qu'il faut faire un scanner cérébral C- dans les 72 heures après le début de symptômes. Si on le fait après, au-delà de 72 heures, on ne peut pas retenir le diagnostic parce que le saignement risque de se résorber et c'est un faux diagnostic, on va dire, par rapport à ça. Et l'épicentre de l'hémorragie, il est en avant du tronc cérébral, quel que soit donc au niveau des citernes interpontiques, péripontiques, les citernes ambiantes. Il peut s'étendre au niveau de la fissure interhémisphérique postérieure ou au niveau des pointes des vallées sylviennes. Et il faut avoir un angioscanner cérébral qui est normal, donc qui n'apparaît pas, qui est un peu plus bas, pour retenir le diagnostic, un angioscanner cérébral. Donc pourquoi cette entité? Donc des messages rapides, c'est en comparaison par rapport aux hémorragies anévrismales. Donc le profil des patients, c'est des patients donc, de sexe masculin avec un âge autour de 53 ans. L'examen de première intention, c'est comme l'hémorragie méningée, c'est l'angioscanner 3D, donc avec reconstruction 3D. Le contrôle imagérique, donc il n'est pas recommandé si l'angioscanner répond aux critères stricts, c'est-à-dire bien fait et interprété par quelqu'un qui est expérimenté. Et le pronostic, il est excellent. 99% de ces patients, donc ils ont un ranking donc, entre 0 et 2, c'est-à-dire ils sont autonomes. Le risque de ressaignement, il est exceptionnel. Le vasospasme, il est possible, mais très rare et souvent limité. À long terme, le risque de récidive, donc, il est nul. Dans une revue de littérature d'avril 2018, il y a 5 cas décrits de ressaignement. Et les dossiers ont été vus par les experts, ces 5 cas ne répondaient pas aux critères radiologiques diagnostiques de l'hémorragie périmésencéphalique. Donc, pourquoi c'est bénin? Donc, je pense... sur le plan physiopathologique, il y a 2 pistes. Il y a une piste veineuse, donc des anomalies de drainage. On a remarqué que chez ces patients-là, il y a une anomalie de drainage de la veine de Rosenthal et il y a des micro-anévrismes veineux. Puis après, il y a une piste artérielle, donc c'est des micro-malformations vasculaires de type télangiectasie qui sont sur la surface du tronc cérébral. Et une association aussi fréquente avec les hypoplasies au niveau des artères de la circulation postérieure. C'est bon. Voilà. Donc c'était justement pour vous, un petit peu justement pour vous mettre au courant que c'est une entité très particulière et qui existe. On a quelques cas, on a 3 cas jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on a des hémorragies très localisées comme ça. C'est généralement d'ailleurs il faut